Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Alors aujourd'hui, comme je n'ai pas d'invité, donc je vais vous envoyer encore des Handi News. Donc le news sur le handicap. Sans transition, nous commençons tout de suite avec la maladie de Vivo, diagnostiquée à 80% via un test sanguin. Plus rapide et plus fiable, un test sanguin français va permettre de diagnostiquer précocement la maladie de Vivo, qui entraîne des crises d'épilepsie et un handicap important, pour éviter une perte de chance à ceux qui étaient dans l'errance. Un Français sur 24 000 serait atteint du syndrome du déficit en GLU1, soit 0,0042% de la population. Un trouble neurologique a priori extrêmement rare, mais à en croire des chercheurs de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, la maladie de Vivo, liée à un défaut du transporteur de glucose GLU1 au cerveau, est caractérisée par une épilepsie pharmacorésistante, des troubles du mouvement ou encore un retard de développement serait en réalité plus répandu qu'on ne le croit. Ce chiffre est probablement sous-estimé car il prend uniquement en compte les patients épileptiques et non ceux qui possèdent des symptômes isolés peu spécifiques comme des troubles des apprentissages ou des mouvements anormaux, explique l'APHP dans un communiqué publié le 6 juin 2023. Or, actuellement, les patients qui ne sont pas diagnostiqués subissent une perte de chance regrettable alors qu'ils pourraient être traités. Alerte Fanny Moschel, investigatrice principale d'une étude sur le sujet publiée dans la revue Neurologie. Il est urgent de mieux les repérer car beaucoup manquent à l'appel ou sont diagnostiqués trop tard, poursuit la professeure. Un test fiable et rapide. Elle et son équipe viennent donc de mettre au point un test sanguin fiable et rapide, le MetaGlu1, conçu par une medtech parisienne, Métaphora Biosystème. Ce test permet de quantifier le fameux GLU1 à la surface des globules rouges. Pour ce faire, un simple échantillon de sang est nécessaire sans même être à jeun, avec des résultats disponibles au bout de 48 heures. Après avoir pratiqué sur 549 patients dans une cohorte prospective et sur 87 autres issus d'une cohorte rétrospective, déjà diagnostiqués, le MetaGlu1 a permis d'identifier 80% des malades et s'est avéré aussi efficace que le test de référence. Ce dernier reposait habituellement sur une ponction lombaire complétée par des tests génétiques. Une procédure longue et coûteuse qui limite considérablement l'accès aux soins, précise professeur Fanny Moschel. Recommandé par la HAS, les résultats jugés prometteurs du MetaGlu1 ont ainsi conduit à la Haute Autorité de Santé, HAS, à recommander son remboursement. Son adoption en Europe et aux États-Unis devrait suivre. D'après les auteurs de l'étude, il devrait être réalisé chez tous les enfants à partir de 3 mois et chez les adultes qui représentent une déficience intellectuelle, des troubles neurodéveloppementaux, des mouvements anormaux ou une épilepsie. Surtout si cette dernière est résistante aux médicaments et si les crises sont atténuées par un régime cétogène, à base de lipides, graisse. Commencer immédiatement le traitement après les résultats du diagnostic permettra, selon les scientifiques, d'améliorer considérablement le pronostic, notamment chez les enfants en plein développement cérébral. Bonne nouvelle également, de nouvelles molécules thérapeutiques sont en cours d'évaluation et pourraient venir compléter cette prise en charge. Sans transition, nous enchaînons tout de suite avec le deuxième actualité, autisme. Les échecs, une alternative non médicamenteuse. Infinite, c'est le nom d'un programme expérimental porté par la Fédération française des échecs, FFE, pour mesurer les bienfaits sur les troubles autistiques, DYS et TDAH. Dans certains IME, les effets positifs se font déjà ressentir. Ils vivent le jeu. À l'Institut médico-éducatif IME de Villers, en Seine-et-Marne, des adolescents en situation de handicap apprennent les rudiments des échecs sur un plateau géant. Une expérience visant à évaluer les bienfaits de ce sport cérébral sur les troubles cognitifs ou autistiques. Sur son destrier imaginaire, Maxime Picavet en cavalier blanc hésite entre plusieurs cases noires autour de lui. Puis il se lance enfin sur la toile carrelée de noir et de blanc. Sous les yeux de ses 3 camarades de jeu et de Jean-François Porchet, son enseignant spécialisé, le jeune homme de 18 ans est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, TSA. Ses camarades Angeline, Ousmane et Ethan présentent, eux, des troubles cognitifs. Chacun porte fièrement l'attribut d'une pièce sur la tête. L'un a la coiffe du fou,
l'autre de la tour, etc. Maxime, le plus bavard, ne tarde pas à se faire manger par Angéline, qui se vante d'être la pièce la plus puissante du jeu, la dame. Un programme expérimental. Ce n'est pas seulement gagner ou perdre. Ils vivent le jeu, souffle M. Porcher. Ce que Maxime confirme, je l'imagine un peu dans mon royaume. L'IME de Villers, où sont pris en charge une soixantaine de jeunes âgés de 6 à 20 ans, est l'un des 4 centres français ayant participé à la phrase. L'IME de Villers, où sont pris en charge une soixantaine de jeunes âgés de 6 à 20 ans, est l'un des 4 centres français ayant participé à la phase de test du programme Infinite, porté en France par la Fédération française des échecs, FFE. D'ici 2024, leur nombre va être porté à 40. Grâce à de premiers résultats positifs, lire Autisme DYS TDAH, les bienfaits du jeu d'échecs. À terme, si l'étude s'avère concluante, on peut espérer que les échecs fassent partie d'une intervention non médicamenteuse recommandée par les professionnels de santé et du médico-social aux parents pour faire progresser leurs enfants, explique Franck Drouin, président de la commission santé, sociale et handicap de la Fédération. L'enseignement se décline en 3 formats. L'échiquier mural, où sont expliqués les différents déplacements, sa version double XL pour ensuite incarner les pièces, puis l'échiquier standard, afin de pouvoir jouer comme tout le monde. Détaille l'enseignant spécialisé. Gagner en autonomie, selon Jean-François Porcher, cette façon de jouer avec son corps permet notamment d'améliorer la gestion de l'espace. Clé pour ces jeunes qui doivent gagner le plus possible en autonomie pour ne plus avoir besoin des parents, mais également de mieux gérer son temps, sans stress ou de faire preuve d'humilité. Après une dizaine de séances organisées depuis septembre, les élèves, notamment ceux présentant des troubles cognitifs, sont désormais beaucoup plus attentifs et parviennent à élaborer des stratégies, constate l'enseignant spécialisé. Ils ont souvent une image d'eux-mêmes peu valorisante. Mais progressivement, voir qu'ils font des progrès leur donne confiance, observe-t-il. Maxime l'affirme. Au début, j'avais beaucoup de mal à gérer les déplacements, mais maintenant je suis sûr que je pourrais devenir Boyugov, un nom tout droit sorti de son imagination, mais aux sonorités similaires à ceux des grands champions russes qu'il admire. Bientôt une extension aux classes Ulysse. Le programme Infinite, piloté à plus grande échelle par la Fédération internationale des échecs FIDE, est également développé dans une quinzaine d'autres pays, dans le Bélarus, l'Espagne, le Maroc ou encore la Mongolie. Jean-François Porcher émet toutefois certaines réserves concernant certains profils pour lesquels il est difficile de capter leurs intérêts, souligne-t-il, et à certains ne peuvent gérer le déplacement de plus de 3 ou 4 pièces. Il raconte aussi avoir été confronté à des enfants qui, faute de comprendre le sens figuré, refusaient de se faire manger. Au-delà des instituts médico-éducatifs, la FFE verrait bien son programme s'étendre hors les murs, par exemple aux unités localisées pour l'insertion scolaire, Ulysse, qui accueille à l'école des élèves porteurs d'un handicap. Et au centre de Villers, nous pourrions organiser des échanges avec des collèges ou des lycées, comme on le fait avec la danse. Glisse Jean-François Porcher, pour faire en sorte que les mondes ne soient plus séparés. Eh bien, une très belle expérience. Nous enchaînons ensuite avec la 3e actualité, Nuit d'handicap. Le 10 juin, 35 villes brisent les clichés. La rencontre est une fête, martèle la nuit du handicap pour la 6e année consécutive. Rencontrer, découvrir, danser pour réduire le fossé entre personnes valides et en situation de handicap. C'est tout l'enjeu de cet événement. Après le succès de la 5e édition en 2022, qui a accueilli près de 30 000 personnes dans 28 villes, la 6e sera célébrée le samedi 10 juin 2023 dans 35 communes de métropole et en Guadeloupe. Le programme ville par ville. Gratuite et ouverte à tous, cette nuit a été créée sur le modèle de la fête de la musique, explique Bertrand Mazat, président de l'association La Nuit du Handicap. Pendant quelques heures, des centaines d'anonymes exposent sur la place publique leurs talents culturels, artistiques, sportifs. La différence, c'est que ce sont des personnes en situation de handicap, trop peu visibles, marginalisées et isolées le reste de l'année. Au programme de l'art concert, théâtre, sketch, exposition, du sport, cécifoot, danse adaptée, de la sensibilisation, escape game, parcours en fauteuil roulant ou avec une canne blanche, des initiations,
langue des signes française, braille, handi-chien, etc. Le tout agrémenté de témoignages, d'animations musicales et de discussions autour de la buvette. Tenté par un billard adapté ou un massage assis à Dijon. Ou plutôt par la réalisation d'une fresque à Strasbourg. Retrouvez le programme complet de chaque ville via une cartographie en ligne. Maintenant, chers amis, nous enchaînons tout de suite avec deux hommages. Pour commencer, Guillaume Batz, humoriste décapant, qui est décédé le 1er juin 2023. Guillaume Batz est décédé le 1er juin 2023 à l'âge de 36 ans. Atteint d'ostéogenèse imparfaite, maladie des os de verre, cet humoriste qui avait opté pour un ton corrosif n'épargnait personne ni lui-même. Nous n'avons pas les mots, mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs, a déclaré l'équipe de production qui manifeste la plus profonde des tristesses. Dark Smile Production explique ne pas connaître à ce stade les causes du décès de ce grand ami et frère de cœur et de scène. Il devait partir en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle Inch'Allah, coécrit avec Jérémy Ferrari. Son ami l'aventurier Philippe Croizan se dit profondément peiné. Lui aussi a fait un temps partie de la team Dark Smile et avait travaillé avec Guillaume sur un projet de one-man show. Il dégainait une vanne à la seconde, se souvient-il. Selon lui, c'est vraiment le premier humoriste avec un handicap ultra visible qui a réussi à s'imposer dans le mondeb de la comédie. Il a fait sauter des sacrées barrières. Par sa générosité et son humour, il a su faire rire des générations de nos compatriotes tout en apportant un autre regard sur le handicap. A réagi à son tour Geneviève Dariussec, ministre déléguée aux personnes handicapées. Handicap.fr lui avait consacré un portrait en 2019. Article initial du 8 janvier 2019. Parce qu'on a souvent ri de lui, il a décidé de s'en occuper lui-même. Et désormais, on le paie même pour ça. L'humoriste Guillaume Batz se produit à Paris du 7 janvier 2019 jusqu'à fin mars. Il investit tous les lundis à 20h le théâtre des Boulevards Paris 2 avec son spectacle hors cadre produit par Jérémy Ferrari et Éric Antoine. Un handicap contagieux, atteint d'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre, il n'est pas tendre avec son handicap. Son humour est noir, assurément. Est-il plus contagieux? Est-ce qu'il penche à droite par conviction politique? Est-ce qu'il s'appelle Batz parce qu'on le confond souvent avec une chauve-souris? La production suggère d'aller voir Guillaume Batz pour ne plus avoir peur de lui, perdre ses idées reçues sur le handicap et de découvrir quelques techniques pour choper des nanas en leur faisant pitié. Et surtout, avoir honte de rire avec lui. On rit du début à la fin, c'est très rythmé. Guillaume a eu un standing ovation très mérité à la fin de son spectacle. C'est un humoriste extraordinaire, assure Françoise, une spectatrice. Ce comédien aussi inclassable qu'incassable se montre touchant, irrévérencieux, explosif, repoussant toutes les limites et surtout celles de l'humour. Un conseil, se méfier des deux premiers rangs. Ensuite, nous enchaînons avec un autre hommage à une personne qui a inspiré un film très connu, dans le décès de Philippe Pozzo di Borgo qui a inspiré Intouchable. Philippe Pozzo di Borgo, aristocrate et homme d'affaires devenu tétraplégique et dont l'histoire a inspiré Intouchable. L'un des plus grands succès du cinéma français est décédé le 1er juin 2023 à 72 ans. Un succès planétaire. Né en 1951 à Tunis et issu d'une ancienne famille noble corse, Philippe Pozzo di Borgo a été dirigeant de la maison de Champagne-Pommery. En 1993, il s'est blessé lors d'un accident de parapente et est devenu tétraplégique. Dans son livre Le Second Souffle, publié en 2001, il raconte comment il est sorti de dépression grâce à son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Selou. Cette histoire sera adaptée à l'écran dans Intouchable. Immense succès de 2011 qui a attiré dans les salles près de 20 millions de spectateurs. Les deux hommes sont incarnés par François Cluzet et Omar Sy, lequel gagnera d'ailleurs le César du meilleur acteur en 2012. À jamais dans nos cœurs, a réagi sur son compte Instagram l'acteur de Lupin. Dans près de 50 pays, Intouchable a enregistré 19,49 millions d'entrées en France et remporté un succès exceptionnel en Europe. Il a également été adapté aux États-Unis, The Upside avec Bryan Cranston et Kevin Hart. Optimisme à toute épreuve. Ce film a changé le cours de mon existence et de celle d'Olivier puisqu'il a eu un écho en France et dans beaucoup de pays. Et surtout, je trouve que sa vie et la façon qu'il avait d'être a changé la vie de beaucoup de gens, a souligné Eric Toledano. Il a aidé énormément de gens. Il a répondu à des milliers de messages. Il avait une patience et l'attention à chacun des personnes qui étaient en souffrance et qui avaient besoin de ses mots, de son réconfort. Il avait un humour et un optimisme à toute épreuve alors qu'il était lui-même en souffrance, a-t-il ajouté.
Le réalisateur se souvient que Filippo Di Borgo leur a donné le droit de retranscrire son histoire à l'écran à condition d'en faire une comédie. Président d'honneur de l'association Simon de Sirène qui crée des maisons de vie partagées pour personnes polyhandicapées en France. Filippo Di Borgo a donné une partie de ses droits du film à l'association, ce qui a permis de multiplier le nombre de ses établissements à plus de 20 en France. En 2015, il est devenu le parrain de l'association Soulagé mais pas tué qui milite contre l'euthanasie. Un chantre de la vie. Il était très étonnant, éblouissant. Un héros absolu. Tous les soirs, il pouvait mourir. Il mettait un point d'honneur à être bien habillé, écrivait des livres, répondait aux courriers, a réagi sur France 3 l'homme d'affaires Pierre-Emmanuel Tattinger, qui le connaissait bien et avait sauté en parapente avec lui. En 30 ans, il ne s'est jamais plaint. Il n'avait pas envie de mourir. C'était un chantre de la vie. Il avait un maître mot, s'occuper de la fragilité. Mais ce mot revenait toujours. S'occuper des fragiles, a-t-il conclu. Triste hasard, le même jour, Guillaume Batz s'est lui aussi éteint à l'âge de 36 ans. Voilà, messieurs, dames, donc nous avons écouté des news d'handicap, Handy News dans Handy Social. Donc souvenez-vous, chers camarades handicapés, nous sommes des handicapés, certes, mais nous avons des ambitions. Alors ne vous laissez pas influencer par des personnes ordinaires qui se moquent de vous, qui vous rabaissent. Soyez forts. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de bonnes journées et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et abonnez-vous sur la chaîne Handy Social. Sur ce, ciao les amis. Handy Social, l'émission qui parle de l'handicap.